pédiatre et auteure d'une trentaine de livres tels que Mémoire d'un nouveau-né, Élever mon enfant ou encore Éloge des mères. Elle anime également une chronique sur France Info et une émission hebdomadaire sur France Inter, Enfance, consacrée aux questions d'éducation. Héritière de Françoise Dolto, à laquelle nous rendrons hommage dans cette émission, et sans aucun doute la pédiatre la plus connue de l'Hexagone, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de son enfance, de ses croyances, des valeurs qui lui tiennent à cœur et de ses combats, de son parcours aussi. Edwige Antier, bonjour. Bonjour. Et première question, évidemment, comment décide-t-on de devenir pédiatre ? Oh, ça s'inscrit vraiment dans l'enfance et je pense que mon idée c'était vraiment de m'occuper des enfants. Dès que j'étais vraiment consciente, vers 13-14 ans, je m'occupais souvent de tous les enfants autour de moi. Et donc, plus que médecin, c'était l'idée d'être pédiatre. Dès que j'ai commencé mes études de médecine, j'étais tout le temps dans des services de pédiatrie. Si on nous disait d'être en chirurgie, j'étais en chirurgie infantile. D'être en maternité, j'étais chez les prématurés. J'ai pris ma spécialité très tôt, dès le début de ma formation. C'était une vraie vocation, l'enfance. Et j'aurais pu faire d'autres métiers pourvu que ça concerne les enfants. Alors, quand vous êtes arrivé à Paris, que vous vous êtes installé à Paris, parce qu'on expliquera dans une autre conversation que vous avez eu une enfance très exotique, mais quand vous êtes arrivé à Paris, finalement, rapidement, vous avez été médiatisé. Et votre combat, entre guillemets, pour l'enfance et pour l'écoute de l'enfant a été très vite médiatisé. Oui, parce que j'avais passé une enfance, justement, exotique, expatriée, au milieu des bananiers en Asie, des rizières, et puis ensuite sous les cocotiers. Et qu'est-ce que ça m'a apporté, enfant, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à mon bac? Eh bien, ça m'a apporté de voir toujours une autre manière de traiter et de respecter l'enfant, un rapport très naturel à l'enfant. Qu'on n'a pas en Europe? Pas du tout. Quand je suis arrivée ici, en Occident, j'ai dit, mais comment on traite les enfants ici? On les met à distance, on ne pense qu'à les driver, les laisser, pas trop les bercer, pas trop les porter. Et j'ai tout de suite réagi en écrivant, en témoignant, un premier livre qui s'est appelé Mémoire d'un nouveau-né. Et comme pendant mes études, j'avais travaillé avec Françoise Dolto, je suis allée lui montrer le manuscrit et elle m'a dit, je le préface. Préfacé par Françoise Dolto, qui venait de faire ces émissions extraordinaires, de donner vraiment ces éléments à tous les parents sur France Inter, avec Jacques Pradel. Eh bien, Jacques Pradel m'a demandé d'entrer à sa suite sur France Inter. Et maintenant, j'y suis depuis 20 ans. Et voilà comment je suis entrée dans les médias, à la suite de cette parole que moi-même, de par mon enfance, j'avais envie de porter. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup médiatiquement. On est peut-être un petit peu moins au courant de votre combat plus politique, parce que la défense de l'enfant, elle peut se faire aussi sur un plan politique. Ça a commencé en Nouvelle-Calédonie? Absolument. J'étais donc retournée m'installer en Nouvelle-Calédonie. Après mes études, voilà, c'est le début de ma carrière après les hôpitaux ici, après l'assistance publique. Et installée en Nouvelle-Calédonie, j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait des problèmes qui n'allaient pas au niveau de la santé, et en particulier une organisation de la santé qui poussait à la ségrégation entre Mélanésiens et Européens. Et ce n'était pas correct. Donc j'ai fait une campagne politique sur mon nom, en créant une formation politique centriste, et j'ai été élue. Donc j'ai été conseillère territoriale, responsable de la commission de la santé. J'ai fait une réforme de la santé qui s'est inscrite d'ailleurs dans la construction de l'hôpital, en a dépendu. Et donc j'ai été très heureuse de m'être impliquée ainsi en politique. Quand je suis rentrée en métropole, j'ai pensé arrêter parce que j'avais 2 filles petites. Et vous savez, élever des enfants est difficilement. Quand on parle de la parité en politique, on en parlera, mais c'est compliqué. Un métier de pédiatre qui se lève la nuit, qui réanime les bébés, la politique et mes filles, c'était pas possible. Donc et puis finalement, la politique m'a rappelé. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est un virus qui vous a repris quand même. Oui, et une fois que mes filles ont été lancées dans la vie, études faites,
été très heureuse de reprendre des fonctions au service de l'enfance, parce que je suis en politique pour être au service de l'enfance, la voix de la politique de l'enfance sur Paris, et puis membre du conseil d'administration de l'assistance publique. Et j'ai retrouvé ma maison mère, les hôpitaux et l'assistance publique. Alors, vous vous occupez également d'une association dont je tiens absolument à parler, qui s'appelle l'AMAD, Association mondiale des amis de l'enfance. Et là, j'ai dans les mains la revue, en fait, de l'association, une association qui s'intéresse beaucoup à l'enfance handicapée, notamment. Bien, je suis présidente de l'AMAD en France et j'ai choisi en effet comme projet de permettre l'ouverture très rapide d'une consultation pour les enfants autistes à l'hôpital Necker. On se retrouve avec les hôpitaux parce que quand vous avez un enfant qui a un trouble de la communication, qui ne communique pas bien, qui parle un peu en retard, dont vous vous demandez s'il a un problème ou pas, c'est un parcours très douloureux pour les parents de faire plein de services. Et à Necker va s'ouvrir une consultation dont l'enfant sera le centre. Autour de lui, il y aura le pédopsychiatre, le neuropédiatre, l'imagerie, le métabolisme, la génétique. Ils seront tous là dans une seule consultation pour faire une synthèse pour les parents. Ce sera beaucoup plus rapide pour traiter l'enfant correctement et moins douloureux. Donc voilà, l'AMAD a choisi ce projet pour cette année et nous œuvrons à l'aménagement de cette consultation à Necker. C'est vrai qu'on vous sent très, très investi, mais c'est tout le principe de la vocation. Hein. J'ai une chance qui ne se tarit jamais. J'estime que c'est un honneur pour un pédiatre d'avoir comme ça, au cours de sa carrière, la possibilité de parler à tous les parents, à travers la radio, à travers des émissions, d'écrire pour les parents et d'être écouté, d'être entendu, de pouvoir participer à une association. C'est très important dans la vie d'un pédiatre, donc je le prends à cœur. Merci beaucoup Edwige Antier. Psychanalyste française décédée en 1988, Françoise Dolto s'est installée d'abord en 1939 comme médecin généraliste puis pédiatre. Elle s'est rapidement tournée vers la psychanalyse et avec son ami Jacques Lacan, elle a fondé la Société française de psychanalyse. Son œuvre est consacrée à ce qu'elle nomme la cause des enfants. À partir de 1967, elle a participé à des émissions de radio sur Europe 1 et puis surtout sur France Inter. Et en 1979, elle a fondé la Maison Verte, un lieu de socialisation précoce où tout enfant est accueilli par une équipe de 3 personnes, dont un psychanalyste. Freudienne, Françoise Dolto développa une théorie et une clinique novatrice qui se base sur l'écoute des singularités du développement de l'enfant. Et son héritière est avec nous, j'ai nommé Edwige Antier. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à Françoise Dolto, que vous avez bien connue. Une grande révolutionnaire. Oui, vous savez que vous êtes certainement un bébé Dolto. C'est-à-dire que vous avez grandi à l'époque où Françoise Dolto donnait sa parole sur France Inter à toutes les mères qui l'écoutaient. Et elle a fait une révolution extraordinaire parce qu'elle a montré aux responsables de l'enfance que le bébé est une personne. Et ça a été, avant, le bébé c'était un tube digestif qu'on emmaillotait serré. Après on avait appris à le libérer un peu du maillot, mais il avait toujours un corset psychique. Il fallait dresser les enfants, puis les enfants, c'est pas la peine de leur parler, ils ne comprenaient rien. Et elle a montré comment le bébé tout nouveau-né comprend toutes vos émotions, pas forcément vos mots, mais vos émotions. Depuis, on a pu démontrer beaucoup de choses, mais elle les pressentait et elle les disait avec une force incroyable. Et elle a forcé au respect des enfants. Et par le biais de la radio, justement, elle s'est fait entendre de toute la France. Elle a changé complètement les mentalités, finalement. Complètement. Elle a appris à écouter et à parler à l'enfant. Et à dire à l'enfant, alors ce qui est très intéressant, c'est que les mamans ont compris qu'il fallait dire tout. Tout et n'importe quoi. Ce n'était pas du tout ce qu'elle disait. C'est pour ça que mon travail, c'est aujourd'hui de livrer aux parents cet abécédaire qu'elle leur a donné. Elle disait, il faut dire à l'enfant les vérités qui le concernent. Elle n'a pas dit qu'il fallait raconter toute votre vie ou bien faire des grands discours sur des détails. Les vérités qui le concernent par rapport à sa naissance, par rapport aux désirs que vous en avez eus, par rapport aux sentiments que vous avez pour lui, qui parfois peuvent être des sentiments d'amour et parfois être excédés.
il faut savoir dire nos émotions à nos enfants. Parce qu'à ce moment-là, pour lui, la vie lui paraît plus claire et il se sent en sécurité. Est-ce que vous, aujourd'hui, 30 ans, on va dire, après, vous avez l'impression qu'il faut encore et toujours éduquer les parents à cette écoute de l'enfant ? Plus que jamais. Ah oui. Plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui, les parents ont un peu perdu leur repère, la société a énormément bougé. En plus, les paroles de Dolto ont été brouillées parce que c'était les années post-68ardes et qu'on a confondu avec le message « il est interdit d'interdire ». Et on a cru qu'elle était laxiste. Et absolument pas. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est bien d'embrasser son enfant sur la bouche ? Ah, je me pose la question. Alors je demande aux parents d'aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce que Dolto, dans le mythe qu'elle est, aurait dit ? Et souvent, les jeunes parents me disent « ben oui, puisqu'elle expliquait que l'enfant comprenait tout, il comprenait tout de tout, et bien sûr, on peut l'embrasser sur la bouche ou se baigner avec lui. » Et elle disait « certainement pas. Ne pas brouiller entre ce qui est l'amour sexuel de l'homme pour la femme et l'amour affectueux d'un parent pour son enfant. Ne brouillez pas les repères. » Et en fait, son message, c'était tout comprendre, mais certainement pas tout permettre. Or, les parents d'aujourd'hui, ils ne s'y retrouvent pas bien, il faut leur redonner ce message d'une façon très claire. Alors, vous avez sur vos genoux un livre de Françoise Dolto. Quel est le titre ? Lorsque l'enfant paraît, c'est-à-dire ce sont les extraits des émissions de France Inter. D'accord. Et je voulais en effet livrer, vous m'avez proposé... un petit moment de lecture. Un petit moment de lecture, livrer ce passage. Et je pense que beaucoup de parents ou d'éducatrices qui nous écoutent ont besoin de l'entendre. On vous écoute. Elle dit il y a un système dans l'éducation des petits, et elle disait, certains pédiatres y adhèrent, elle disait ça il y a 25 ans, selon quoi il ne faut pas donner de mauvaises habitudes aux enfants. Il ne faudrait pas, soi-disant, les bercer. Il ne faudrait pas, soi-disant, les porter contre son corps. Elle disait, mais si, il le faut. Évidemment, ça ne durera pas jusqu'à 25 ans. On changera peu à peu la façon d'être avec l'enfant. Mais il faut absolument que le petit sente qu'il bénéficie d'une sécurité totale. Or, cette sécurité, il ne l'a que lorsqu'il se cogne, pourrait-on dire, contre sa maman. Dans son berceau, elle parlait d'un enfant qui se balance, il cherche à se cogner contre sa maman, mais seulement c'est le berceau qu'il trouve. Alors, la première chose, c'est de capitonner le berceau avec beaucoup de coussins. Et une meilleure chose encore, ça serait peut-être d'ôter les barreaux des berceaux. Porter, bercer. Eh bien, j'espère que beaucoup d'éducatrices de crèche nous entendent. Parce que aujourd'hui, on leur apprend à ne pas s'attacher à l'enfant. Et quand l'enfant vient vers elle, alors qu'il sait à peine marcher, tout petit, le retourner vers l'extérieur et lui apprendre à être autonome. C'est beaucoup trop tôt. Dolto, elle disait, l'autonomie, ça commence avec le langage bien installé, c'est-à-dire à 5 ans. Il y a encore du travail. C'est pas pour rien que vous avez écrit Dolto en héritage, tout comprendre, pas tout permettre. Vous venez de nous l'expliquer. Donc l'héritage de Dolto vu par et réexpliqué. Et on sent qu'il y en a besoin. Donner les clés. Donner les clés. Par Edwige Antier, merci beaucoup d'avoir rendu témoignage et rendu hommage à cette grande dame. Merci Edwige. Merci. Si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire de l'Académie française, le féminisme est un mouvement revendicatif ayant pour objet la reconnaissance ou l'extension des droits de la femme dans la société. Et c'est tout. Toute petite définition pour de grands combats, des combats féministes que l'on connaît bien comme le droit à l'éducation, le droit de vote, le droit de maîtriser son corps. Mais depuis ses débuts, le féminisme a évolué. Ces combats aussi, à tel point qu'il faut aujourd'hui plutôt parler de néo-féminisme, comme va nous l'expliquer notre invitée Edwige Antier. Alors ça, c'est une carte blanche, c'est un thème que vous avez choisi d'aborder, que vous avez intitulé Archéoféminisme et néo-féminisme.
Explication. Parce que dans les droits que vous venez d'énoncer, il n'y avait pas le droit d'être mère. Et une femme aujourd'hui a du mal, c'est très difficile pour elle, non pas de devenir mère. Là, elle aura droit à tout, la technique, l'assurance pour devenir mère et mettre son bébé au monde. Mais ensuite, pour pouvoir élever son enfant dans la sérénité, la paix du cœur, en sachant qu'elle lui donne tout ce qu'il faut, eh bien là, la société vraiment ne l'aidera pas du tout. Et je dis que les défenseurs du féminisme, Elisabeth Badinter, Simone de Beauvoir, ont été tout à fait nécessaires pour que des femmes comme moi puissent pratiquer leur métier, devenir interne en médecine à l'égal des garçons et exercer, etc. Je les remercie. Mais maintenant, leur combat est derrière nous, c'est un archéoféminisme, parce que c'était faire carrière, conquérir comme des garçons, en ignorant l'idée de maternité. Des spécificités de la femme, en fait. Et du bébé, parce qu'on revient à Françoise Dolto. Françoise Dolto a dit « le bébé est une personne ». Les jeunes mères d'aujourd'hui se rendent compte que leur bébé s'accroche et devine le monde à travers leur regard, qu'elles leur transmettent leurs valeurs, qu'elles apprennent les premiers pas, que ce sont des moments fondateurs pour l'enfant et l'adulte qu'il sera. Et comment faire quand vous devez travailler à l'égal des hommes ou renoncer à votre identité sociale? Parce qu'aujourd'hui, être mère au foyer, moi je dis d'abord le foyer, c'était du temps de Cendrillon. Elles sont plutôt chefs d'entreprise familiale. Mais c'est pas reconnu. Vous n'avez pas d'identité sociale. Vous êtes dans la précarité matérielle. On vous punit sur votre retraite, sur votre avancement. Il faut concilier. Concilier maternité et travail, c'est-à-dire vie sociale. C'est le premier droit d'une femme et aujourd'hui, c'est le nouveau combat des jeunes femmes. Complètement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ce combat déjà se fasse entendre? Parce que c'est pas ce dont on parle le plus dans les débats politiques. Mais oui, absolument, parce qu'on me dit, lorsque j'explique ce que j'entends dans mon cabinet tous les jours, où il n'y a pas une femme qui pleure par demi-journée quand on parle du moment où elle va à 3 mois, c'est trop court, confier son enfant à des mains peut-être professionnelles. Experte, mais... et encore. Et donc, bon, eh bien, quand je dis ça, on me dit « Ah, mais vous allez remettre les femmes au foyer ou les marginaliser dans le monde du travail ». Eh bien, je dis que c'est le monde du travail qui doit s'adapter aux femmes et aux besoins des enfants, et non pas l'inverse. Et s'adapter, ça veut dire que, en fait, toute femme, tout homme qui le voudrait, mais la première année, il faut être honnête, ce sont surtout les mères qui se sentent nécessaires à leur enfant, eh bien, toute mère devrait avoir le libre choix de son temps de travail, ne pas en être punie, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait demi-temps à la place d'un poste plein temps devrait avoir des avantages de charges sociales tels qu'elle y soit vraiment encouragée. Le salaire de la mère devrait être, dans ce cas-là, complété parce qu'à hauteur de son salaire normal, parce que ce qu'elle fait pour son enfant, c'est bien aussi important que n'importe quel gadget en usine ou marketing de je ne sais pas quoi. Et donc, ça devrait être complété pour son revenu et ses points retraite. Et dans cette configuration-là, vous savez que les jeunes parents voudraient aujourd'hui 3 enfants en moyenne, ou quand ils n'en font que 2, et qu'on a besoin de ce 3e pour nos retraites et pour payer nos dettes. Donc de toute façon, économiquement, c'est un très beau projet. Donc le temps de travail choisi est non pénalisé. Mais vous qui êtes justement investi en politique au niveau de l'enfance, vous arrivez à faire avancer ces idées-là, ou vous avez l'impression que dans 50 ans, on ne sera toujours pas... avancé. Oui, c'est très difficile parce que même les femmes souvent ont peur d'être marginalisées si on tient compte de leur temps maternel. Mais je donne à ce moment-là l'exemple de la Suède. En Suède, il y a 1 an de congé parental, dont 2 mois peuvent être pris par le père.
Et franchement, les femmes, du coup, ont repris le désir d'enfant et ont repris, la natalité a repris. En Allemagne, où il n'y a aucun avantage pour la femme qui peut concilier, eh bien, la natalité s'est effondrée. Donc, petit à petit, j'espère convaincre. Et merci de me donner la parole aujourd'hui, parce que je ne cesse pas de dire ce combat des néo-féministes, des jeunes femmes d'aujourd'hui. Concilier. Peut-être aussi que le mot féministe a un petit côté un peu désuet et qui n'aide pas non plus ce combat-là avancé. Absolument. Féministe, on pense tout de suite au droit de vote plutôt, voilà. À la pilule ou que sais-je. Oui, et puis même je dirais que les archéoféministes, je les ai contre moi. Parce qu'elles me disent, elles me disent, Madame Antier, la femme ce n'est pas la mère. J'ai entendu ça. Je me demande comment on peut dire qu'une femme... On peut séparer la femme et la mère. Voilà, c'est complètement stupide, mais vous avez encore des femmes qui croient défendre le féminisme avec des théories selon lesquelles la femme n'est pas la mère. Pour moi, c'est absolument indissociable et il faut donc donner tous les moyens aux femmes pour concilier le travail et la maternité. Donc il faut revoir même les mots de vocabulaire et les concepts et se mettre d'abord d'accord sur ça avant d'avancer. Absolument, mais... je pense que l'idée fait son chemin. Vous savez, j'ai beaucoup défendu l'allaitement maternel. Il y a 20 ans, on me disait que vraiment c'était arriéré, etc. Et on a augmenté en 20 ans de discours, de combats, d'explications du bien-être du bébé contre sa mère. Eh bien, on a augmenté de 10% le taux d'allaitement. On est encore loin des autres pays européens. Mais ça y est, il y a un combat dont on voit qu'il progresse. Donc je ne désespère pas de progresser pour les mères et pour qu'elles concilient leur vie professionnelle et le besoin qu'a leur enfant d'elles. Merci beaucoup Edwige Antier. Citation. La sagesse nous envoie à l'enfance, écrit Blaise Pascal dans ses Pensées sur la religion. Et Socrate de renchérir en disant que la sagesse commence dans l'émerveillement. Deux grands penseurs qui relient la sagesse à l'enfant, l'émerveillement étant bien sûr l'une des caractéristiques propres à l'enfance. Malheureusement, adultes, nous avons parfois tendance à perdre et notre enthousiasme et parfois même notre enfance, perdant du coup une certaine sagesse. Quel avis, Edwige Antier, sur ces citations de Pascal et de Socrate qui renvoient la sagesse à l'enfance? Je ne les connaissais pas, mais elles me vont alors parfaitement. Et je dis que quel grand savant d'avoir réussi en si peu de mots à montrer que, par exemple, le mot d'émerveillement est en effet très proche de la sagesse. Quand vous emmenez un petit enfant au square, un enfant de 18 mois, et que vous vous promenez avec lui, tout pour lui est émerveillement. Une petite feuille que vous déchirez et qui tombe dans une grande corbeille du square. Je revois ma petite fille Fleur la regardant tomber et trouvant que c'était si intéressant, me demandant de recommencer, je disais « elle tombe », elle apprenait le mot « tombe » et elle était émerveillée de découvrir les feuilles, la chute, la promenade avec sa grand-mère. Eh bien, quand vous ne regardez pas le monde avec des yeux d'enfant, émerveillé devant chaque création, devant chaque équilibre, devant chaque beauté, vous tracez votre chemin tout droit dans l'allée du square. Vous n'avez pas un enfant avec vous. Et vous êtes là en train de vous dire je suis en retard et puis est-ce que mon collègue de bureau va me faire une petite naze? Et puis vous faites du souci pour des choses tout à fait vénielles, sans intérêt, qui ne sont pas belles, des petites querelles d'humains, des rythmes qui ne sont pas adaptés. Et si vous retrouvez le pas d'un enfant et les yeux d'un enfant et que vous voyez vraiment ce qui est beau dans le monde, alors là, vous devenez vraiment sage. Et la sagesse, arriver à la sagesse, c'est une maturité. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on fait fi de tout ça. Mais on a besoin d'avancer dans la vie et de vraiment conserver cette sagesse. Il y a un livre qui est paru aussi, dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle « Lettre à Dieu ». On avait demandé à une centaine de personnalités d'écrire une lettre à Dieu. Et j'en avais écrit une dans ce livre. Et justement, j'avais dit de retrouver les yeux d'enfant. La seule chose que j'avais trouvée injuste, c'est pourquoi il y a des enfants qui ne peuvent pas s'émerveiller parce qu'ils ont un handicap.
Et ça, c'est la chose qui me bouleverse le plus. Quand vous avez un enfant qui peut s'émerveiller, regardez le matin le monde avec ses yeux et oubliez le reste. Et comme ça, vous serez tolérant, vous serez bienveillant, vous serez attendri devant des tas de sujets pour lesquels vous seriez irrité normalement. Quand vous avez choisi de parler de ce thème, la sagesse, moi je vous avais demandé de choisir une valeur, vous avez répondu la sagesse, vous l'avez tout de suite dans votre esprit relié à l'enfance, quoi qu'il en soit. Oui, parce que je pense vraiment que quand vous êtes jeune adulte, c'est très difficile d'être sage. Ça serait presque anormal. Il faut revenir à son enfance. Or, pour revenir à son enfance, il faut mettre au monde un enfant soi-même. Au moment où vous critiquez votre mère quand vous êtes adolescente, vous êtes d'une cruauté, tout est sa faute, c'est terrible, un adolescent, un jeune adulte. Et puis, le jour où vous avez vous-même votre enfant, vous revisitez petit à petit votre enfance, petit à petit vous vous apaisez avec votre mère, et là, vous entrez, et il faut l'espérer, dans le début de la sagesse. Mais justement, atteindre la sagesse, c'est le chemin de toute une vie. Je ne sais pas si on connaît tous quelques grands sages, mais ils sont quand même assez rares. Comment vous, aussi bien à titre professionnel que privé, vous arrivez à avancer sur ce chemin de la sagesse? On a des moments de sagesse. Oui, plutôt. Et puis, voilà. Et puis, on n'arrive pas à être sage en permanence. Mais si on est entouré d'une famille chaleureuse, si j'ai la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants très proches de moi, ils me ramènent à la sagesse, heureusement. Mais vous avez raison, on risque de la perdre. Mais en même temps, quand on est pédiatre aussi, vous savez, chaque jour, on voit les vrais problèmes. Un enfant qui a un handicap ou un parent qui est très malade et que l'enfant risque de perdre. Pour moi, voilà les deux grands drames de la vie. Tout le reste, c'est comme l'océan, ça va, ça vient. Quelle est la personnalité qu'on pourrait connaître qui pour vous incarne le mieux cette valeur de la sagesse? La personnalité, moi je pense à un grand journaliste qui s'appelle Jacques Danois, qui est le vice-président mondial justement de l'association des Amis de l'enfance. Pourquoi je pense à lui? Parce qu'il a été un grand reporter au Vietnam et qu'il m'a raconté comment un jour, en guerre du Vietnam, il entend une bombe exploser près de l'hôtel Continental à Saigon à l'époque, et il se précipite avec sa caméra en jeune journaliste bouillant. Et c'était un enfant qui était mort à cause de cette bombe et qui était par terre. Et là, il s'est dit, c'est pas possible, être reporter de guerre, c'est aussi dénoncer ça, dénoncer ce qui arrive aux enfants. Et à partir de là, il a complètement changé sa vie. Il a travaillé pour l'ONU, il a travaillé donc pour l'AMAD, il a adopté une enfant vietnamienne. Et quand je lui parle, j'ai un profond respect. Et pour moi, il est la sagesse. On le connaît peu parce qu'il est discret, mais il est la sagesse. C'est peut-être justement cette discrétion un signe de sa sagesse aussi. Oui, absolument. C'est un homme modeste et discret. Mais merci de nous l'avoir fait connaître. On pourrait dire son nom à cet endroit? Jacques Danois, le vice-président de l'AMAD mondiale. Mais merci, puis merci d'avoir engagé cette conversation sur la sagesse avec nous, Edwige Antier. Merci. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son enfance fut exotique au milieu des rizières d'Indochine jusqu'à 14 ans et puis sous les cocotiers de Nouméa jusqu'à 18 ans. Une enfance passée entre un papa ingénieur et officier de marine et une maman institutrice, sans oublier évidemment les deux sœurs de notre invité. Une enfance dans laquelle on retrouve déjà les prémices de sa vocation de pédiatre. On l'a déjà expliqué dans une conversation antérieure, Edwige Antier avec une maman institutrice très tournée vers les enfants. Et vous qui avez pris la suite d'une autre manière. Absolument. Absolument. Voilà. J'ai baigné dans les valeurs transmises aux enfants, la culture, la pédagogie, parce que, en effet, nous étions en Indochine, on disait l'Indochine à ce moment-là, et mon père, qui était ingénieur, dirigeait une usine, ça s'appelle une rizerie. Ce sont des usines à décortiquer le riz, parce que vous savez que les grains de riz viennent du paddy, et il faut donc décortiquer ce paddy. Eh bien, ces usines, elles s'étaient installées, bien sûr, au milieu des rizières.
Et on était en pleine guerre, il y avait des gardiens chinois au-dessus de la maison. Et j'allais au lycée à Saigon tous les jours avec ma mère qui était enseignante. Et l'après-midi, parce qu'on avait classe que le matin, il faisait très chaud, très humide, n'est-ce pas? C'était le Vietnam. Et l'après-midi, ma mère reprenait l'école avec toute une famille de Chinois qui s'appelaient les Lam Kiet, je me souviens encore. Elle avait donné un nom français à chacun d'eux. Toute la famille était réunie et je refaisais la classe avec ma mère. Et je la voyais, ma mère était très pédagogue, c'était une institutrice à l'ancienne. Et je la voyais expliquer la grammaire, expliquer les mathématiques, expliquer les sciences naturelles. Elle aimait expliquer, former logiquement la pensée et le souci du travail bien fait. Elle était très exigeante. Les tables de multiplication étaient au chronomètre. Mais je pense que là, j'ai eu le goût, parce que je l'ai vue transmettre le savoir aux autres. Et je pense que ça m'a guidée à toujours faire un croquis pendant mes consultations. Si vous avez un enfant qui a quelque chose au rein, je vais dessiner les reins, je vais expliquer à l'enfant lui-même. J'aime expliquer la science. Ça, c'est venu de maman. Et puis, voir les enfants grandir en comprenant le monde. Ça, c'est venu de ma mère. Et en même temps, un esprit scientifique par mon père, qui était ingénieur et attaché une grande importance aux mathématiques. Comment vous la qualifieriez, votre enfance? Une enfance merveilleuse, extraordinaire, très spécifique parce que baignée de l'image des femmes vietnamiennes portant leur enfant sur la hanche, leur barre ici, leur paquet des deux côtés, leur chapeau pointu, et toujours l'enfant porté. Le courage de la femme, parce que la femme travaille à l'égal de l'homme dans ces cultures, mais aussi le portage, le bercement. Jamais laisser un enfant s'endormir tout seul dans la paillote. Il n'y a qu'un grand lit. Franchement, est-ce qu'on laisserait un enfant pleurer dans une pièce à côté? Non, pas dans ces cultures-là. Et ils deviennent autonomes. Donc j'ai vu allaiter, porter, bercer, tout en travaillant, travailler avec son enfant. C'est pourquoi chez nous, j'ai beaucoup travaillé à créer les crèches d'entreprise, pour que les enfants soient près du travail de la mère. Parce qu'en fait, on n'aime pas se séparer de notre enfant petit. Mais alors, votre enfance, à vous, Edwige Jantier, vous avez dit merveilleuse, je crois, c'est le mot que vous avez vraiment employé? Oui, oui, parce que mes parents étaient sévères. Trop sévère dans la mesure où les gifles et les claques tombaient très vite et je suis absolument anti-fessée parce que ça ne sert absolument à rien et personnellement je ne l'ai pas utilisé pour élever mes filles, mais en même temps des parents passionnés d'éducation, des parents très, très attentifs dans une vie qui était gaie, mais ma fonction d'enfant c'était d'apprendre et d'être première de la classe. On ne m'a pas appris à faire la cuisine, mais par contre, à savoir vraiment mes études. C'était une enfance où les études étaient vraiment la priorité. Studieuse. Plus le savoir et la culture que studieuse. Les conversations à table, c'était de la culture. Mon père aussi était très cultivé. Le plaisir de savoir. Pas la besogne, hein. Quelle est l'odeur qui vous revient quand vous pensez, alors que ce soit Nouméa, Saigon, mais quelle est l'odeur qui vous revient tout de suite quand vous pensez? Je dirais vraiment l'odeur des rizières, elle est très spécifique, hein, avec les buffles derrière la barrière de la cour, hein, et les paysans dessus. Donc cette odeur humide des rizières, moi quand j'arrive aujourd'hui dans un pays d'Extrême-Orient, tout le monde descend de l'avion en disant la chaleur humide qui tombe, la vieille Citroën avec la vapeur d'eau sous le pare-brise quand on ouvre la portière, eh bien c'est chez moi. Cette odeur humide, c'est chez moi. Je suis bien. Mais ça a dû être terrible pour vous de revenir en métropole pour vos études, d'arriver dans ce Paris toujours un peu gris, un peu terne. Parce que donc après... des gens qui ne sourient pas. Après Dien Bien Phu, il y avait eu Nouméa. Et donc là encore, l'odeur des tiarés, des papayes, des mangues. Et arrivé ici, j'ai découvert ce que c'était que de mettre des bas. Ah bah oui. Et bien c'était le plus dur.
avoir ces choses qui vous collent aux jambes, avoir perdu la liberté de son corps. C'est pour ça que j'ai eu un bonheur extrême à faire mes études, parce que toujours pareil, le savoir et l'assistance publique est une grande école extraordinaire pour laquelle j'ai beaucoup de reconnaissance et pour tous mes patrons. Mais par contre, quand j'ai eu fini mon internat, j'ai eu envie de retourner à Nouméa et de m'installer là-bas. Et je me suis installée pendant 7 ans à Nouméa, où je suis donc devenue responsable aussi de santé publique. Dernière question, si vous pouviez rencontrer la petite Edwige Antier, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Ah, la petite Edwige Antier, je lui dirais peut-être de prendre un peu plus de temps pour elle-même, non pas dans le sens égoïste du terme. Je suis très contente, comme Françoise Dolto, de donner tellement de temps aux autres que parfois je me dis, je ne me suis pas trop rencontrée, ça, c'est pas trop grave. Je crois que c'est une vie qui doit être comme ça. Mais parfois, savoir un peu se protéger pour pouvoir donner plus après. Et parfois, je ne sais pas vraiment me protéger. J'ai un environnement multiple et parfois, j'ai l'impression qu'on me dilue un peu parce que j'ai tellement envie toujours d'être gentille, de faire plaisir, de sentir les gens heureux. Parfois, c'est un peu trop pour être même utile à eux-mêmes. C'est très compliqué, l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on ramasse d'énergie pour être encore fort. Et c'est là qu'il est bon d'avoir un Robert près de soi, à qui je fais un petit clin d'œil, qui est en régie de votre mari. Merci de le dire, j'ai un mari qui est un grand soutien. Merci beaucoup Edwige Antier. À l'école communale de Saïgon, lorsque ses petits camarades lui demandaient sa religion, elle répondait sans bien comprendre ce qu'elle disait qu'elle était catholique non pratiquante. Papa lui avait conseillé cette réponse sans franchement lui en expliquer les tenants et les aboutissants. Baptême et communion en poche, elle n'a pourtant jamais vraiment pratiqué sa religion. Et pourtant, l'idée de Dieu a quand même fait son chemin en elle. On va expliquer ce parcours, Edwige Antier. D'abord, Dieu existe pour vous? Oui, pour moi, il est vraiment en chacun de nous et je pense que, heureusement que l'être humain a cette idée qui le dépasse, parce que c'est ce qui nous porte et ce qui nous aide à avancer. Si on est vraiment très matérialiste en considérant la fin de la fin et après plus rien, eh bien, on ne transmettra rien non plus. On n'existe, à mon avis, que dans ce qu'on a donné aux autres qui nous permet ainsi d'être éternel. Quand on dit à un enfant que son grand-père, sa grand-mère est décédée, si l'enfant, ce grand-père, cette grand-mère était très lointain, très indifférent, ne s'est pas inscrit dans l'imaginaire de cet enfant, eh bien, cette personne est vraiment disparu, comme on dit. Si au contraire, j'entends cet enfant me dire qu'il n'arrive plus bien à dormir ou qu'il est mal, qu'il a tellement de chagrin, parce que ce grand-père était vraiment très important pour lui, qu'il a des souvenirs de tous les jeux, de toutes les histoires, de toutes les... Eh bien, le grand-père, on sent qu'il est là avec nous, qu'il s'est inscrit dans la grande chaîne de l'humanité. Comment l'idée de Dieu a grandi en vous? C'est une réflexion, voilà. Il s'est imposé. Parce qu'en fait, bon, vous avez été baptisée, j'imagine, toute petite. La communion, vous l'avez fait sans bien comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas fait ma communion. Ah, pardon, je croyais que vous aviez la communion. Non, mes parents, déjà, ne pratiquaient pas. Donc, j'ai été baptisée. Mes parents se sont mariés à l'église. Je me suis mariée à l'église et on m'a fait faire une communion à ce moment-là, dans la préparation au mariage. Mais je me souviens de ne pas avoir fait ma communion solennelle à 11 ans. Alors que j'avais des amis qui le faisaient. C'est là que la question venait de « mais qui j'étais ?» Et mon père m'avait dit « tu dis que tu es catholique non pratiquante », je ne comprenais pas très bien. Et je pense que la communion, je l'ai d'ailleurs écrit dans un autre livre sur l'éducation, je pense que la communion en fait est très importante. Et je le dis aux parents qui nous regardent, elle permet à votre enfant, communion solennelle, remarquez bien ça. C'est parce qu'elle permet à votre enfant de passer de l'état d'enfance à entrer dans l'adolescence en comprenant justement
dans quel cycle il s'inscrit, et que donc il y a quelque chose au-dessus de lui et qui regroupe tous les hommes autour de lui, qui vont le faire passer dans cette adolescence. Et ça aide beaucoup les enfants à se préparer, parce qu'il y a une préparation. Alors qu'aujourd'hui, on ne comprend plus, même quand on les pratique, on ne comprend pas toujours le sens très important de ces rites initiatiques aux étapes de la vie. Françoise Dolto était une grande pratiquante. Est-ce qu'elle aussi vous a un peu mis le pied à l'étrier pour vous intéresser plus à Dieu Bien sûr, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle l'Évangile au risque de la psychanalyse. Et elle montre comment, dans les évangiles, les scènes qui sont racontées collent au psychisme humain, racontent ce qui se passe dans la vie psychique et comment il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est une réflexion qui s'est imposée à moi. C'est-à-dire que quand vous vous occupez d'enfants et de familles, quand vous essayez d'aider les couples dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, dans l'intimité du cabinet médical et de la consultation pour enfants, eh bien, il s'impose à vous qu'il y a je ne dirais pas un Dieu, mais Dieu qui nous dépasse. Souvent, lorsque l'on parle de Dieu, on parle aussi du jour où on va le rencontrer, du jour de notre mort. Et vous avez écrit un poème sur la mort suite à la rencontre avec un petit garçon. Alors j'aimerais que vous nous l'expliquiez, cette rencontre. Oui, quand on suit des enfants, on est amené à leur parler de la mort qui arrive dans leur famille. Et là, le grand-père, un homme de 86 ans, était mort en ayant eu une vie vraiment bien rempli, un grand diplomate libanais qui avait rendu beaucoup de services éminents, et puis des enfants, 7 enfants, des petits-enfants. Et depuis que son grand-père était parti au paradis, comme lui avaient dit ses parents, ce petit garçon installait tout le temps un seau devant la balustrade de son 9e étage et regardait avec un désir de sauter pour aller au paradis rejoindre son grand-père, et la maman ne savait plus quoi lui dire. Comment faire? Elle arrive en consultation, elle m'explique la situation, je lui demande de rester seule avec son enfant. Et j'ai repris avec cet enfant une phrase que m'avait apprise Dolto, où on dit à un enfant, tu sais, on ne meurt que quand on a fini sa vie. C'est une phrase étrange, qui paraît... Eh bien, les enfants l'entendent très bien. Et j'ai dit à ce petit garçon, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie, ton grand-père? Tu peux me raconter? Donc il m'a raconté avec détail tout ce qu'il savait de son grand-père. Il était frappé aussi par la belle écriture de son grand-père, vous savez, cette écriture à l'ancienne, et donc qui écrivait des lettres et qui s'occupait de tant de personnes. Et je lui ai dit, tu vois, il est parti au paradis parce qu'il avait fini sa vie. Il avait fait beaucoup pour les gens, il avait eu tous ses enfants. Il m'a regardé très sérieusement, et là il m'a dit, oui, moi, j'ai rien fait. Je lui ai dit, c'est normal, tu as 7 ans. Il faut que tu fasses ta vie. Il m'a dit, ah oui, j'ai compris. Et il m'a même dit, c'était très intéressant, en me disant au revoir. Depuis, la maman m'a dit qu'elle n'avait plus revu le seau. Il avait compris que pour aller au paradis, il fallait avoir bien rempli sa vie. Nous terminerons sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Edwige Gentil. Nous abordons maintenant la dernière conversation avec notre invité de la semaine, le pédiatre Edwige Gentil. Une conversation un peu particulière, elle est constituée de questions qui partent un peu dans tous les sens et de vos réponses. Donc je vais commencer tout de suite. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Le luxe dont je ne saurais me passer? Avoir un petit temps de lecture chaque jour. C'est tout. Quel est votre mot préféré? Tendresse. C'est un joli mot. Tendresse. Vous avez 1 minute de silence à consacrer. À qui ou à quoi la consacrez-vous? Vous savez, on dit que je vais faire 1 minute de silence pour... Oui, pour mes parents. Pour mes parents. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? La passion d'en faire trop. Je ne sais pas me mesurer. Dès lors que ça concerne ma vocation, je ne sais pas me mesurer. Est-ce que vous avez une devise?
Ou une phrase que vous Oui, aimez bien. non, j'ai une devise. J'ai une devise. Je me surprends souvent à dire aux personnes qui m'entourent qu'il faut avoir du courage parce qu'il n'y a que deux épreuves vraiment très dures. C'est un enfant handicapé, autiste par exemple, ou bien une maladie vraiment en phase terminale. Tout le reste, je dis toujours, quand on vient me voir, oh, vous savez ce qui m'est arrivé, et puis tout le reste, c'est le combat de la vie. Et il y a les jours avec le soleil, les jours avec la pluie. Mais c'est merveilleux, c'est la vie. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait, Edwige Gentil? Le plus beau compliment m'est venu de ma fille Edith. C'est pas rien. Oui, Un vous compliment savez. de sa fille. Oui, parce qu'à l'adolescence, on traverse des turbulences et on ne prend pas que des compliments, c'est normal. Mais quand elle est devenue jeune maman, un jour, la directrice d'un magazine parental lui fait cette réflexion. Évidemment, pour vous, toute cette littérature ne doit pas être très utile parce que, bien sûr, vous avez votre maman qui est pédiatre sous la main. Alors, Edith, je l'ai vue avec un petit moment de réflexion et puis elle lui a dit: maman ne m'a pas vraiment donné de conseils, mais elle m'a donné confiance en moi comme mère. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte à quel point ce compliment pour moi était vraiment immense. Alors justement, en parlant des femmes pédiatres et de leurs enfants, on sait tous que Carlos est le fils de Françoise Dolto. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation-là qui a souvent été... Oui, souvent les gens disent... Oui. Ouais, souvent les personnes me disent oh bah, bonjour la pédiatre psychanalyste Carlos, mais justement Carlos est vraiment un enfant devenu un adulte épanoui. L'arrivée de votre chemin d'éducateur, c'est un adulte autonome qui a un travail qui le rend autonome et un adulte capable d'aimer les autres. Carlos est parfaitement autonome avec un métier qui le passionne. Il est marié, il aime les autres. C'est une éducation tout à fait réussie. Alors après les artistes, les hommes politiques, quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Oh là là, là, la question est très, très délicate. Oui, bon, la personnalité politique, évidemment, c'est très difficile dès qu'on entre dans le monde politique, parce que quand ils sont dans l'action, ils sont obligés, les hommes et les femmes politiques, à tellement de compromis que c'est difficile d'avoir assez de recul pour admirer quelqu'un dans le présent. Ceci dit, pour vous dire la vérité, moi je trouve que le président de la République, eh ben, il est drôlement résistant. Savoir traverser les obstacles en restant digne, moi je trouve qu'il nous donne une leçon. Quel échec vous a fait avancer le plus? Quand mes filles ont été adolescentes, ça s'est bien passé, étrangement. Étrangement. Et j'étais très fierotte. Je me disais, moi, l'adolescence, pas de problème, elles ont toutes des problèmes. Les miennes, elles sont vraiment charmantes, très complices, elles font de bonnes études, tout va bien. Et puis, lorsqu'elles sont devenues jeunes adultes, j'ai eu une crise différée. Et j'ai compris que c'était inéluctable. Il y a un moment où vos enfants ont besoin de se démarquer. Et là, j'ai eu une crise de non-communication avec mes filles, que j'ai vraiment vécue comme une épreuve. Heureusement, quand elles sont devenues mamans, elles sont vraiment revenues et je les admire beaucoup et je suis très fière d'elles. Mais c'était vraiment la plus grande épreuve de ma vie. Qu'est-ce que réussir sa vie d'après vous? Donner du sens à sa vie, être passé sur Terre en s'inscrivant et en ayant rendu service dans cette chaîne qui est l'humanité. C'est vraiment... Sinon, on n'est que poussière. Et si on rend service, peut-être un petit service, peut-être de multiples, peut-être un grand, à notre échelle, chacun, alors là, voilà, on n'a plus une vie, on a un destin. Et votre vie à vous, elle est jusqu'ici réussie?
Oui, je pense que je suis comblée, mais je l'ai bien mérité. Parce que mes parents m'ont donné un tel sens de l'effort. Je crois que j'ai vraiment quand même fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, elle est réussie, elle n'a pas été sans souffrance et il faut en avoir pour être un être humain. En tout cas, je vous remercie pour cette très belle émission Une vie gentille. On a beaucoup appris Emmanuel. en vous écoutant. On a appris sur votre métier, évidemment, qui vous passionne, et puis sur vous un peu plus aussi. Enfin, c'était une belle expérience de vie. La pédiatrie n'est pas en fait un métier, c'est une vie. De jour, de nuit, de dimanche, pour tout le monde, être disponible. Et c'est ça, être pédiatre. Vous avez une bien belle vie. Merci beaucoup, Une vie gentille, et surtout bonne continuation.